Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, les entreprises, les entrepreneurs, les indépendants, TPE, PME, dans leur marketing et leur communication, de la stratégie à l'élaboration des outils, en passant par la formation. Cette semaine, nous abordons la thématique de la promotion. Pour rappel, promotion n'est absolument pas en communication une action commerciale. La promotion, c'est pas de faire un prix, c'est pas d'afficher moins 30%, c'est pas le fait d'offrir un code promo. Non, absolument pas. Ça, c'est un objectif commercial et absolument pas de communication. La promotion, étymologiquement, vient de pro, mettre en avant, emotion, mouvement, c'est-à-dire mettre en avant par une action quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que oui, il faut que ça vous tienne à cœur autant que ce soit nécessaire et important pour vos auditeurs, fans, bref, vos futurs clients. Donc le principe de la promotion, on va pas balancer, donc je refais une petite micro-redite de ce qu'on a vu les émissions précédentes, on va pas balancer une offre, moi je fais, alors Fanny, je vais te prendre en exemple puisque tu es la seule pour l'instant à avoir commenté la publication, on va pas balancer une promo, je vous propose un atelier pour résoudre la communication du couple, ou un petit jeu de rôle pour justement garder le contact dans un couple, puisque c'est la spécialité de Fanny, à des personnes qui ne nous connaissent pas. C'est complètement aberrant, ça ne sert absolument à rien. Au contraire, ça va même vous desservir, puisque des gens qui ne vous connaissent pas risquent de fuir. Et c'est vraiment cette notion-là qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une personne, au même titre que l'amitié, encore une fois, cet exemple-là, vis-à-vis de la promotion, si vous savez pas trop où vous situez, eh bien remettez-vous dans vos propres relations humaines par rapport aux amitiés que vous allez créer avec les gens. On va pas devenir super potes et ça va. Une personne que vous rencontrez aujourd'hui ne va pas être une de votre meilleure amie en moins de 24 heures. C'est juste pas possible parce que la relation doit se créer et c'est exactement la même chose avec vos actions promotionnelles. Donc ceux qui vous connaissent pas, ils veulent d'abord vous connaître avant de savoir s'ils vont acheter vos produits et services. Donc la promo, dans le sens communication du terme, va être adapté en fonction des différentes cibles qu'on a vues mardi. Et vous avez bien évidemment, vous aurez les liens dans la description de cette vidéo pour pouvoir retrouver le sujet. Donc finalement, quelle action de promotion faire en fonction de ces différentes cibles? C'est ce que je vous propose de voir. Je propose aussi de répondre à vos questions sur le sujet si vous en avez. N'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds en direct et puis si c'est en replay ou sur YouTube, je serai ravie d'échanger en commentaire. Donc les actions de promotion, vous l'aurez compris, vont être différentes en fonction des cibles. Donc tout ce qui va être de ce qu'on appelle les prospects froids, les gens qui ne vous connaissent pas du tout, la promotion à faire, c'est une promotion de notoriété. D'accord ? On va répondre à un objectif de notoriété pour développer la connaissance de votre marque, de votre entreprise, de vous-même probablement si vous êtes indépendant, et de ce que vous faites pour pouvoir vous positionner en tant qu'expert dans votre domaine. Les gens qui ne vous connaissent pas, encore une fois, n'achèteront jamais vos produits parce qu'ils ne vous connaissent pas. Il faut d'abord créer cette fameuse relation avec eux, leur proposer du contenu et avoir un certain nombre d'échanges avec. On a vu un petit peu hier, enfin, pas hier, mardi. On l'a vu un petit peu mardi, la notion d'échange, si on utilise le mail marketing, par exemple, donc des prospects froids qui arrivent, qui prennent votre e-book, il faut avoir une stratégie d'email derrière parce que on sait statistiquement que c'est au bout de 26 messages qu'ils décident ou non de faire appel à vos services, si tant est que ce soit des réelles personnes intéressées. Encore une fois, la notion de tri de communauté va être indispensable aussi parce que entre les concurrents qui viennent piquer les contenus, entre les gens qui ne veulent que du gratuit et qui seront jamais des clients, il faut pouvoir les sortir de nos listes pour pouvoir n'échanger qu'avec ceux qui sont potentiellement clients. Ça reste important. Alors, je mets le bémol et je vous rappelle hier la notion de fan ambassadeur, on la met de côté. Mais là, l'idée, c'est vraiment de venir échanger avec les gens de manière fluide, de manière humaine. Encore une fois, on se remet comme sur les relations humaines, les relations amicales que vous pouvez avoir, peut-être même avec la relation de couple, probablement Fanny, enfin, je te laisserai parler de ton expertise dans ces cas-là. Si on coupe à un moment donné le lien, si on n'a plus d'échange avec les gens, eh bien, ça casse quelque chose et on n'est plus très enclin à recevoir. Je l'ai dit, on n'est pas très enclin à acheter des produits et services, mais en plus de ça, on est plus ou moins enclin à accepter d'échanger à nouveau avec eux. Donc oui, c'était cet exemple
26 messages, c'est la moyenne par rapport au mailing. Et encore une fois, c'est seulement vis-à-vis des gens qui sont réellement des prospects potentiels, parce que dans tous ceux qui prennent des e-books, et c'est pour ça que pour moi, cette stratégie-là est quand même à bien réfléchir, parce que ça demande énormément de travail, ça demande énormément de contenu, ça demande énormément de choses à faire. Et par conséquent, il faut vraiment pouvoir juger et préparer les choses en amont avant de lancer quelque opt-in que ce soit. Alors, même si vous avez une newsletter, si vous faites une inscription à la newsletter mais que vous envoyez jamais d'email, ça ne sert absolument à rien. Vous ne convaincrez jamais les gens par ce biais-là. Donc choisissez vos batailles, choisissez vos axes de communication pour pouvoir décider quelle action vous allez pouvoir mettre en place. Donc l'action de promotion auprès de gens qui ne vous connaissent pas, ça va être peut-être par le biais, allez, on va quand même reprendre le biais de l'opt-in. Ils vont prendre un document gratuit que vous échangez pour pouvoir voir... C'est quoi un opt-in ? Un opt-in, c'est le fait d'échanger un email donner son email pour recevoir un contenu gratuit. Un e-book, bien souvent. Ça peut être aussi la newsletter, mais on attend dans ces cas-là non pas seulement la notion de j'envoie mon nouvel article. Ça veut dire qu'il y a une réelle stratégie de marketing de contenu derrière, où on va aller écrire régulièrement à notre audience, etc. Mais l'idée, c'est que voilà, quand on a un opt-in, donc qu'on complète un opt-in, on donne son mail pour recevoir un document en échange, eh bien l'idée de base, c'est d'avoir préparé, et c'est pour ça que la notion d'automation va être très importante à ce moment-là, c'est d'avoir préparé des contenus automatisés qui vont venir développer ça sans que vous ayez à y mettre la main de manière continue. Donc par exemple, moi je mets mes opt-in, je vais prendre par exemple le fichier presse qui est à dispo sur mon site. De ce fichier presse, eh bien, ils reçoivent le mot, ils en reçoivent un. 2-3 jours après, ils reçoivent un nouveau mail pour savoir si le contenu leur a été utile. 2-3 jours encore après, ils vont recevoir un mail disant « Au fait, peut-être que vous ne me connaissez pas », et donc je fais un mail de présentation. Et souvent, par la suite, ils sont dans les mails que je vais envoyer de manière plus ponctuelle via alors ce qu'on appellerait newsletter, mais ça reste de l'emailing et pas de la newsletter, mais par les petits mails que je vais faire. Quels sont, je pose des questions par mail, je vais envoyer effectivement le fait que j'ai publié un nouvel article, mais ça c'est du courant. Après, il faut quand même garder une stratégie de contenu qui va être automatisée, sur lequel, ça va se faire tout seul pour pouvoir rester dans la thématique également du genre. C'est-à-dire que si une personne a téléchargé mon fichier presse ou ma maquette de communiqué de presse, alors c'est qu'elle est intéressée par le sujet. Donc je vais créer des mails automatisés sur ce sujet-là. S'il a pris l'opt-in et téléchargé la charte éditoriale par rapport aux réseaux sociaux, je sais qu'il est réseaux sociaux, donc je vais lui délivrer du contenu sur les réseaux sociaux. Et ça permet... Par rapport aux thématiques, on va pouvoir les automatiser, c'est-à-dire qu'on va dire 2 mois plus tard, tu lui envoies ça. Ça peut être une liste de tous les articles que vous avez produits sur le sujet, ça peut être plein de choses, mais l'idée c'est juste de faire connaissance avec la personne. Vous pouvez également programmer des mails où vous posez la question. Quelles sont vos plus grandes difficultés vis-à-vis de la thématique ? Puisque, encore une fois, on a identifié cette thématique par rapport au sujet qu'ils ont téléchargé. Et ainsi de suite. Et on va créer comme ça cette espèce d'échange, même si c'est automatisé, ça reste quand même malgré tout humain à mon sens. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, pour pouvoir développer cette fameuse relation. Parce que une fois que on a eu quelques échanges avec eux, qui se sont pas désabonnés, bien évidemment, parce qu'il y en a qui ne prennent que le gratuit et c'est juste le document qui les intéresse, et puis après, à la première occasion, ils se désabonnent. Mais voilà, en partant du principe qu'ils se désabonnent pas, c'est là qu'on va pouvoir créer cette relation. On peut les inviter également à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire pour créer du lien avec eux. Donc dans les actions promotionnelles, on en a parlé, les e-books et tout ce qui va être document gratuit mis sur opt-in. On en a un qui est extrêmement puissant et qui est le premier contenu gratuit que l'on puisse faire, c'est le blog. D'accord ? Votre blog doit vous servir aussi vis-à-vis de ça. Parce qu'il y a beaucoup de sujets que vous allez pouvoir traiter, parce qu'en général, quand on écrit sur un blog, ça vient du cœur. Donc, on a toujours cette notion-là. Donc, pour la première
le premier segment de personnes qui vous connaissent pas encore, l'idée c'est vraiment de les toucher et de les viser avec du contenu pour vous faire connaître, pour faire connaissance avec eux et pour que eux fassent connaissance avec vous. C'est vraiment primordial d'avoir cette approche-là au départ. Ensuite, dans un deuxième temps, donc les prospects qu'on dit tièdes, eux, on va pouvoir leur apporter des contenus un peu plus spécifiques sans rester dans la promotion de produits en continu. On va pouvoir quand même leur parler de ce que l'on fait, des différentes offres que l'on a. On va rester dans cette fameuse relation et le prospect tiède, lui, on va continuer à développer la relation. Donc souvent, le prospect tiède, il a besoin de contenu qui va être dédié à lui. Vous savez, je le dis suffisamment et suffisamment ouvertement, le cross-canal, c'est de la merde. J'ai rien à dire de plus que ça. Vous avez les mêmes personnes, généralement, qui vous suivent sur votre newsletter, enfin, qui est abonné à votre mailing list. Il y en a, ils vous suivent sur Facebook, ils vous suivent sur Pinterest, ils vous suivent de partout aujourd'hui. Parce que on centralise une personne intéressée, elle va aller fouiller partout où vous êtes. Donc, faire du cross-canal, c'est pas intéressant, c'est redondant et ça lasse les gens. Par contre, faire du multicanal, et ça je vous rapporterai, si je trouve le lien, je vous le mettrai, le lien de ce sujet-là, le multicanal, lui, va être très pertinent parce que, je vous le rappelle, le mail, c'est une monnaie d'échange. C'est comme si on payait en euros, sauf que le paiement, c'est le mail. Eh bien, quand on donne son mail sur une liste de mail marketing, on s'attend à avoir un contenu qui nous est dédié. Et ces prospects tièdes, puisque c'est la deuxième catégorie, vont être très friands de contenu qui est spécialement créé pour lui et pour eux, et qui va vraiment mettre en avant votre expertise et qui va leur démontrer que vous êtes réellement la bonne personne. Donc à eux, on va plutôt produire des contenus spécifiques qui ne sont accessibles que pour eux, d'accord, et qui vont vraiment, soit les retirer de votre liste parce que finalement ils ne seront pas du tout intéressés, soit les basculer dans le troisième segment vis-à-vis des prospects. Alors Fanny, je prends. Tu as des préférences dans les plateformes pour mettre en place l'automation ? Préférence, pas vraiment préférence. Par contre, j'avoue que j'ai une certaine attirance pour tout ce qui va respecter nos règles. Et Dieu sait qu'en France, c'est le bordel. Donc tout ce qui est RGPD, compliance et compagnie, je préfère utiliser les outils français. Et donc l'outil français de référence, c'est Sendinblue, qui aujourd'hui quand même permet d'avoir... justement de mettre en place ces fameuses automations, de pouvoir vraiment pousser les choses. Après, c'est vrai que pendant 10 ans, j'ai utilisé Mailchimp, mais aujourd'hui, ils sont devenus une tellement grosse plateforme qui a pour but de faire tout ce qui est web marketing, que c'est devenu une usine à gaz. Et même moi, j'ai du mal, je le garde parce que justement, j'ai tellement créé d'automation, c'est-à-dire que j'ai même des notions de choix. Si je reprends ma charte éditoriale, quand une personne fait une demande avec l'opt-in, c'est-à-dire qu'il remplit son mail pour recevoir la charte éditoriale, il reçoit un premier mail qui lui dit est-ce que vous préférez la charte éditoriale globale ou la charte éditoriale pour les réseaux sociaux. Il clique directement dans l'email, ce qui génère l'envoi soit de l'une, soit de l'autre des pièces. Donc du coup, si tu veux, j'adorais Mailchimp parce que j'arrivais vraiment à développer des choses très très poussées. Mais aujourd'hui, encore une fois, comme ils se sont transformés en outil de web marketing payant, bien évidemment, la notion de gratuité et les limitations des comptes gratuits m'ont poussé à changer les choses et à essayer de passer sur d'autres supports. Et c'est pour ça que maintenant, j'utilise les deux, Mailchimp et Sendinblue. Après, il faut le faire, encore une fois, là où on est à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, déjà, utilisez que des solutions françaises. Si vous êtes à l'aise avec les deux, utilisez celle qui va répondre le mieux vis-à-vis de vos objectifs à vous. Si vous en voulez une payante super développée et avec des choses très très particulières, vous prenez les caractéristiques techniques et vous prenez celles qui répondent mieux à votre besoin et à vos attentes à vous. Ça peut être par rapport à la gestion, ça peut être par rapport au fait que y en a qui ont des fonctionnalités très avancées, qui permettent de dire qu'au bout de 15 envois, si la personne n'a pas ouvert le mail, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée, donc on la supprime automatiquement. Voilà, il y a des fonctionnalités vis-à-vis du mail qui vont vous permettre de dire ok, je prends plutôt cet outil-là ou plutôt celui-là. Moi, honnêtement, j'ai rien à recommander à personne.
Je pense qu'il faut surtout les choisir en fonction de nos besoins, de nos goûts, de nos facilités. Plus un outil est facile, c'est ce que je vous rappelle tout le temps, plus on a de facilité à l'utiliser et donc à le voir de manière pérenne. Et ça, c'est un élément essentiel. Fanny, oui, tu as créé un schéma d'action dédié, c'est ça. Et que je n'ai pas réussi à faire sur d'autres sur d'autres outils. Oui, il faut tester, ben c'est ça. Il faut tester par rapport à l'emailing parce que voilà, et il faut pas se dire OK, j'ai mis ça en place ici, j'ai perdu un temps fou, mais finalement l'outil me va pas. Ça, arrêtez ces biais cognitifs là, ces raccourcis du cerveau. S'il faut changer, on change et puis c'est tout. Ne pas se prendre la tête, c'est aussi faire avancer son entreprise en changeant les outils pour avoir quelque chose qui colle plus avec sa réalité. Un outil va pouvoir fonctionner pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis au bout de 3 ans, il va falloir qu'on change parce que on a une autre vision, on a d'autres besoins, on a d'autres façons de fonctionner, et ça fait partie de ça. Donc voilà. La troisième catégorie, les fameux prospects chauds. Alors ceux-là, ils ont montré votre intérêt, ils vous connaissent depuis un bail, vous avez identifié ce dont ils ont besoin, donc là en général, la segmentation est extrêmement poussée, d'accord ? C'est que vous savez que c'est un client, comme je vous le rappelle, je vous ramène à la vidéo précédente, le prospect chaud, c'est celui qui veut acheter votre produit ou votre service, mais qui a soit pas le temps, soit pas les moyens, soit que c'est pas la bonne conjoncture. Il a juste un frein, un levier, ou ça peut être les trois en même temps. Bon, cela c'est un peu plus compliqué, mais lui, il va attendre le bon moment. Donc, à cela, bien sûr, on va pouvoir orienter davantage une promotion vers une présentation produit, parce qu'on le sait, mais laisser toujours ce fameux libre arbitre. Ça, pour moi, ça reste quelque chose d'essentiel également. Le libre arbitre, les gens ne sont pas obligés d'acheter vos produits. Vous avez aussi ce qu'on appelle le biais de confirmation. Oui, je vous parle beaucoup de neuromarketing, mais c'est important pour moi parce que ça fait tellement partie du truc qu'en avoir conscience, c'est aussi s'aider. Le biais de confirmation, c'est le fait que vous ayez donné, qu'une personne qui a lu a dit « Ah oui, mais elle a tout à fait raison », et finalement aille acheter le produit concurrent. Mais ça arrive tout le temps. Mais c'est pas grave. Ça veut pas dire que demain, il ne sera pas un client non plus. Et il faut pas en être triste ou quoi que ce soit. Il faut juste continuer d'avancer vis-à-vis de ça. Et par rapport à votre produit ou service, eh bien, tant mieux si vous si vous lui avez confirmé qu'il fallait qu'il se fasse, par exemple pour toi Fanny, qu'il se fasse accompagner, eh bien peut-être qu'il ira choisir une thérapeute plus proche géographiquement parce que pour lui c'était plus simple, mais ça ne veut pas dire que tu as perdu un client. C'est juste quelqu'un que tu as réussi à convaincre, mais qui de toute façon ne t'aurait pas choisi toi. Donc tu as quand même fait ton job, même si c'est pas toi qui en récolte les lauriers. Mais ça arrivera tout le temps aussi. Il faut aussi se le mettre dans la tête. Bon, là j'ai un peu dévié, digressé de mon sujet, mais vraiment tout ce qui va être promotion et aplomb sur les produits, vous pouvez le faire pour les gens qui vous connaissent depuis très longtemps. Ceux que vous avez identifiés comme intéressés par rapport à ce produit-là. Je vous donne un exemple, facile à identifier, comment on sait qu'une action de promotion produit va pouvoir intéresser. Et donc maximiser, le but c'est de maximiser parce que si on fait de la communication produit auprès des prospects froids, d'accord, je vous donne cet exemple-là, des gens qui ne vous connaissent pas. 1, ils vont tous se désabonner parce qu'ils n'aiment pas la promo. 2, ils n'achèteront pas, donc vous allez perdre de toute façon votre temps parce qu'ils n'achèteront pas. Et 3, ça va vous décrédibiliser, à la fois auprès d'eux, parce que c'est pas du tout le message à envoyer, c'est pas ce qu'ils attendent, et même vous-même, parce que en général, quand on voit que une action fait flop et qu'il se passe rien, ça nous met souvent un coup au moral. Donc l'idée, c'est vraiment de rester sur quelque chose de gagnant-gagnant. C'est très très important. Donc on sait que ceux qui nous connaissent pas, faut d'abord faire connaissance avec eux. Ceux qui commencent à nous connaître, faut arriver, la promotion, donc la notion de message envoyé, ça va être des preuves qui peuvent vous faire confiance et que vous êtes la bonne personne pour les aider dans votre thématique. Et les troisièmes, c'est ceux qui parfois vous envoient un message en vous disant « Oh là là, j'ai pas les moyens, mais je suis super intéressée par ce que tu fais ». Alors dans ces cas-là, quand on a une offre promotionnelle, c'est à cette personne-là qu'on va écrire parce que justement, on sait que si le levier c'est financier, le fait de mettre en place une promotion va pouvoir lever cette barrière financière pour qu'elle puisse acheter. Et je dirais que ces prospects chauds, comme on est en constante communication avec eux, on les connaît. Et en tout cas, le but c'est ça. C'est que ceux que vous qualifierez de prospects chauds, vous les avez eus, vous échangez beaucoup avec eux. Souvent, ce sont vos meilleurs amis Facebook avec lesquels vous avez le plus de discussions,
qui vont vous permettre d'avoir des freins, de connaître leurs freins, de connaître leurs intérêts, de connaître ce qu'ils attendent de vous, pour pouvoir faire une communication en adéquation avec leurs attentes. Et en général, à partir du moment où on lève les barrières, ça fonctionne. Parce que les gens sont dans l'attente dans ces moments-là. Mais ça vient très très longtemps après. Et c'est pour ça qu'il faut, et ça me fait rire parce que c'était le sujet que j'ai envoyé hier dans l'ABC décembre, puisqu'on était sur la lettre P, où je disais, il faut avoir de la patience, c'est ultra important. La patience. Il faut laisser le temps à vos actions de communication de marcher, de fonctionner, d'accord ? Une action, un flyer, il a une durée de vie de 6 à 8 mois. On n'aura pas un effet immédiat. Alors, sauf si vous faites une action de promotion sur des dates très spécifiques et que vous le diffusez par flyer. Mais un outil de communication doit avoir un temps de progression pour pouvoir faire effet. Un site web, par exemple, surtout et avec un minimum de contenu publié par semaine, va mettre plus d'1 an à être référencé et vu sur Internet par le biais de Google. Une plaquette, il faut qu'elle intervienne au bon moment, au bon endroit. En général, surtout en B2B, ça marche très très bien parce que quand on envoie une plaquette, la plaquette n'est pas jetée, contrairement au B2C où souvent ça finit à la poubelle. Non, en B2B, quand on envoie une plaquette à une entreprise, l'entreprise la met dans un classeur où elle liste au fur et à mesure des communications qu'elle a reçues et sur lesquelles, qu'elle a pu apprécier. Ce qui fait que quand elle a un besoin, elle va ouvrir son tiroir, elle va prendre tous ceux qui lui ont envoyé des courriers, et celui avec lequel elle a le plus d'affect, et c'est souvent celui qui a le plus envoyé, le plus cherché à la joindre, de manière toujours éthique et responsable, bien sûr, mais ça peut être divers, ça peut être juste un courrier, ça peut être un appel, ça peut être un mail, voilà, on va construire la fameuse relation avec différents supports de communication qui vont l'amener, finalement, à tirer la fiche et dire ok, je vais l'appeler elle en priorité parce que j'ai besoin à ce moment-là. Et je peux vous en parler parce que depuis 10 ans, j'ai à peu près 1 à 2, même parfois 5 secrétaires comme clientes et ça marche extrêmement bien et c'est à chaque fois ce qui se passe. Les entreprises gardent leur plaquette et dès qu'ils ont un besoin, vont la ressortir. Et souvent, quand on fait les choses de manière professionnelle, on marque davantage et donc on ressort plus. Et finalement, quand la personne va mettre, ça marche aussi avec les cartes de visite, va mettre les cartes de visite ou les plaquettes les unes à côté des autres, elle va le prendre celle qui lui attire le plus l'œil. Donc plus on aura une com spécifique et professionnelle, plus ça va marcher. Donc voilà un petit peu les différentes notions de ces actions que vous pouvez faire de promotion en fonction de la différente segmentation des prospects. C'est vraiment quelque chose, oui, ça demande beaucoup de travail d'analyse, beaucoup de travail de préparation, mais je dirais que toute votre communication demande beaucoup plus de travail en préparation que en fabrication. Mais une fois que c'est en place, une fois que c'est fait, je vous assure qu'on maximise vraiment sa communication et c'est tout l'objectif de mes lives, c'est de vous proposer des idées pour que vous puissiez faire une communication qui marche. Parce qu'il n'y a rien de pire que de passer des heures sur Facebook à se dire qu'un jour on aura des clients et puis de jamais les voir arriver. Le but, c'est pas ça. Alors si on en a 1 ou 2, bien sûr. Enfin bon, est-ce que vous vivez vous avec 1 ou 2 clients ? Moi, c'est pas le cas. Donc, il faut que vous puissiez vraiment toucher les gens là où ils sont et en fonction du degré d'affection qu'ils ont pour vous. Et c'est cette notion-là qu'il va falloir travailler sur vos actions de promotion, le fait de mettre en avant votre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serais ravie d'y répondre, notamment pour la thématique du vendredi, puisque c'est le fameux question-réponse. J'en profiterai aussi de vos questions pour pouvoir créer de nouvelles thématiques pour mes sujets. Et puis ça nous permet d'échanger aussi, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, et on se retrouve vendredi demain sur Facebook pour le question-réponse et lundi sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Bye.